You. Thanks a lot. Danke. Omar Ben Aini, خليكم معايا ما تزابيوش. Superbe. Je lui donne la main et je suis convaincu que vous allez, après, vous aurez droit au cocktail. Mais il faut avoir sa carte noire pour le Sérigala. Oui. Un petit message de Servei. Juste pour information, on confirme la réunion de l'AFDIP à 6h30 après le colloque, dans cette salle. Nous confirmons la réunion de l'AFDIP. J'aime bien vos têtes, vraiment vous allez m'en vouloir pour l'œuvre. Allez, on va applaudir tous très fort. Yalla, un peu plus fort la poste tout à l'heure, superbe. Il y aura un dîner de gala magnifique et des surprises. Omar Ben Aini, à toi la main. Tu appelles tes gars, tu appelles tes panélistes, tu vas nous parler de transformation digitale. C'est la plénière 2. Merci. Merci, c'est Mohamed. Bien, bonjour à tous. Fin d'après-midi, fin de journée, fin de semaine, pratiquement fin de mois d'avril et post-1er mai, et on me demande d'attirer l'attention des DRH fatigués des négociations salariales et de la campagne des évaluations et des négociations avec les partenaires sociaux, donc quelques-uns ici présents. Et on me demande de faire ça à Marrakech avec une température de 25 degrés après avoir traversé la bord d'une piscine superbe. Alors à moins ça opérer de fermer les portes, je ne sais pas comment je vais garder les gens. Et cerise sur le gâteau, on me dit de parler de digitalisation. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'il faudra faire comme agilité pour vous garder tous avec moi. Alors, j'ai trouvé une astuce. J'ai demandé aux intervenants qui tout à l'heure vont se présenter, mais je laisse le suspense, comme ça ils viendront comme au Festival de Cannes, avec suspense. J'aurais demandé de ramener chacun, pourquoi j'ai des micros, c'est pas je leur ai demandé de ramener chacun un objet qui, pour eux, puisqu'on parle d'Afrique, représente l'Afrique. Vous voyez, même lorsqu'on s'intéresse à la digitalisation, nous ne parlerons pas d'algorithmes et de solutions, nous parlons de choses très poétiques. Et pour donner l'exemple, comme tout à l'heure, ça parlait de poules, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir présenter? J'ai ramené ça. Je vais vous dire un peu ce que c'est. Au début, franchement, j'ai pensé au léopard. Léopard qui est un animal africain d'excellence. Mais je savais qu'à la sécurité, c'était difficile de faire entrer, comme dans un sac. Alors pourquoi léopard déjà? Léopard parce que j'ai regardé un peu sur Internet. Voilà un animal qui, contrairement à ce qu'on peut croire, a des atouts très limités et a énormément de contraintes. Il ne peut chasser que seul, tout ça je l'ai sur Internet, donc il n'y a aucune compétence zoologique là-dedans. Il ne chasse que seul, contrairement aux loups, aux hyènes, aux lions, aux lionnes et même les ours polaires et les tigres du Bengale. Il est obligé d'utiliser de façon très optimale deux compétences qu'il a, qui sont l'agilité, vous le savez, il n'a presque pas de vertèbres cet animal, et évidemment la course, puisque vous le savez, c'est un sprinter, c'est pas un coureur de foot. Et en lisant un peu, je me suis dit, voilà l'Afrique, elle a des atouts réels, mais elle ne peut pas chasser comme chassent les tigres du Bengale ou les ours de l'Europe, et il n'a même pas à le faire comme il en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire comme le léopard, qui utilise son agilité de façon très astucieuse, qui sache se faire oublier dans la brousse, et qui ne fait son saut magnifique et sa course, puisqu'il ne pourra courir plus de 300 mètres, que s'il est sûr qu'il va attraper sa proie. Alors comme je ne pouvais pas ramener le léopard, son agilité, j'ai ramené un œuf, parce que l'avantage avec un œuf, c'est qu'on peut se mettre dedans ce qu'on veut. Ah, c'est un œuf dur, hein, même incassable. Alors, bon, il n'y a pas un fœtus, il n'y a pas un bébé, un futur bébé léopard, il y a une grenouille. Je n'ai pas voulu prendre une grenouille dans un bocal, surtout à Marrakech, capitale COP22, ça serait une offense à l'écologie et à la nature. On va dire que c'est une grenouille, pourquoi? Parce que je pense qu'on est tous sensibles, et c'est l'introduction à cette table ronde, qui n'est pas tellement ronde, mais enfin, on va dire qu'elle est... C'est une table, il n'y a même pas de table. C'est un ensemble de sièges. En fait, c'est le seul grenouille. Je ne vous apprends rien.
Si on conjugue l'agilité et la course du léopard africain avec le saut de grenouille, nous obtenons une économie d'un siècle, par exemple, en téléphonie, ou comme tout à l'heure pour le léopard, nous, Africains, on n'est pas obligés de faire ce qu'ont fait les pays européens, l'Amérique du Nord, avec une partie de l'Asie, c'est-à-dire investir pendant un siècle dans les câbles aériens, en cuivre et autres matériaux, ou câbles souterrains, ou hertziens. Nous avons dans un pays comme le Kenya, mais aussi au Rwanda, mais dans d'autres pays, même au Maroc, même si au Kenya c'est quand même spectaculaire ce qui se passe là-bas, on a des pays qui sont passés directement à la 4G et où il n'aura pas fallu construire des postes, des lignes téléphoniques partout, un investissement énorme, etc. Ce qui est valable, comme vous le savez, pour la téléphonie, qui est une des grandes ruptures numériques des sauts, parce que ce sont les sauts numériques, est arrivé dans le paiement par mobile, tous les services financiers par mobile, puisqu'aujourd'hui, un Africain qui travaille dans une ville peut envoyer, dans un pays comme le Kenya, j'ai vu que la moitié des Kenyans font les services mobile, et c'est l'un des leaders mondiaux. Et l'Afrique, paraît-il, c'est le premier marché des services mobile. Alors ce jeune cadre qui habite dans une grande ville peut envoyer à ses parents, s'il veut les soutenir, en plein brousse, en plein montagne, un mandat, sans qu'il aurait fallu construire des agences bancaires, des agences financières avec tout le COPEX et le fonctionnement en effectif, en moyens, en énergie, puisque Madame le ministre ce matin nous disait que l'Afrique et Madagascar avaient peu d'énergie et elle était chère. Donc il n'aura pas fallu construire les agences, ni investir en énergie, ni en ressources pour arriver à cette prestation. Et nous voilà dans notre sujet. Comment inviter la grenouille et le léopard par la digitalisation? Comment nos DRH pourront nous faire économiser un siècle et faire bénéficier les entreprises africaines de qualité de prestation de services de développement des hommes et des talents, sans que l'on soit obligé de dérouler de façon linéaire toutes les étapes qu'ont connues les entreprises européennes, américaines ou asiatiques. En fait, comment faire un saut quasiment de la première révolution industrielle à la troisième, sans être obligé d'adapter et d'installer la deuxième révolution industrielle. Donc, je vous rassure, on ne va pas vous assommer d'algorithmes et de transistors, ni de solutions informatiques. J'ai l'honneur, le plaisir d'avoir avec moi des intervenants de haute qualité que vous connaissez tous. Et j'invite en premier Laslo Abdelaziz, que tout le monde connaît, très grand ami de la REF, toujours présent à chaque fois que les sollicité, président de l'APEMI, qui est, pour simplifier, l'association des professionnels au Maroc qui interviennent dans les systèmes d'information, et directrice générale de GFI Maroc. Laslo, installe-toi là où tu veux, et dès que tu t'installes, tu m'expliqueras. Alors, mon œuf, il est là, je le laisse ici. On va être à l'africaine, on est bien s'asseoir par terre. Mon œuf, il est là. J'ai contribué. Alors, c'est moi. Avant d'inviter les autres amis qui vont nous rejoindre, tu nous as amené une fleur. Je crois que tu as un micro à côté. Ça marche? Merci. Oui. D'abord, merci à la GEF de m'avoir donné l'occasion de parler devant cette assistante et bravo au président et à l'ensemble des membres du bureau pour l'organisation. Effectivement, on a reçu un petit mail en disant chacun doit ramener quelque chose, un objet, et qui a une relation avec l'Afrique et le digital. Donc, moi, je vous présente mon objet, c'est une fleur. Alors, pourquoi j'ai choisi une fleur? Trois raisons principales. La première, c'est qu'une fleur prend ses racines dans la terre. Elle se nourrit de quoi? Elle se nourrit du soleil et de l'ombre. C'est exactement comme l'Afrique. L'Afrique a ses richesses sous terre. Elle développe son tourisme grâce à l'eau et le soleil. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai choisi une fleur pour sa beauté éphémère.
que les poètes appellent jeunesse. C'est comme l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays de jeunes, et sa richesse, c'est la jeunesse. Et enfin, troisième raison, j'ai choisi la fleur parce qu'elle est facile à trouver partout, elle est agréable. Et le digital est censé nous rendre la vie facile et agréable. Voilà. Super. J'invite aussi à joindre ces deux fleurs, parce que j'ai deux fleurs à côté de moi à gauche. J'invite Jamal Belharash, cette fois en sa qualité de PDG de People and Company. Et lui aussi, il ne vient pas les mains vides. Il ramène avec lui un objet, mais plutôt un chiffre, un nombre plutôt, un numéro, 46 664. 46 664, c'est le numéro de prisonnier d'un de mes mentors. Pour ceux que j'ai eu le plaisir de recevoir dans mes bureaux respectifs, j'ai toujours les photos de 3 mentors qui sont Gandhi, Luther King et Mandela. 46 664, c'est le numéro de prisonnier de Mandela. Et pour moi, ça représente les convictions, le militantisme, la cohésion nationale, le don de soi. Et quelque part, la c'est ça. Merci. Excellent. Merci Jamal de nous rappeler les valeurs sûres de ce continent. C'est Hamid Othmani, sa qualité de président du groupe LMS, va nous rejoindre. Il a ramené avec lui quelque chose à la main. Il va nous dire donc quoi l'Afrique a pour lui, quelle représentation il se fait de ce grand continent, cette grande maison de la Méditerranée. C'est Hamid, bonjour. Installe-toi où tu veux. Qu'est-ce que tu leur ramènes? Tu as un micro à côté. Merci, c'est Omar. Merci au staff de la GEF pour la qualité du travail effectué. Alors moi, je ne sais pas, ce sont peut-être des souvenirs de jeunesse. Hein. Est-ce que c'est peut-être le cinéma ou les vieux livres ou les lectures de livres de français, des livres comprendre qu'on avait à notre jeunesse, à l'école primaire. Vous devez dire quel âge c'est notre belle aîné, hein, donc c'est déjà le 19e siècle. Et à l'époque, pour moi, l'Afrique, c'est un trésor, c'est des aventures. Et pour moi, le trésor et les aventures, c'était symbolisé par un vieux coffre. J'ai ramené avec moi. Donc c'est un coffre avec un vieux bois qui provient de la forêt tropicale. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors ce qu'il y a dedans, c'est naturellement des pierres. Et j'en ai ici. Des cailloux? Des cailloux, voilà. On a des pierres. Et ce sont des pierres qui nécessitent un travail et qui nécessitent un polissage. Et c'est ce polissage qui va nous ramener vers un trésor. Et ce trésor, eh bien, ce sont ces bijoux. Et j'ai ramené également des perles. Voilà. Oui. Alors, la grande difficulté qu'il y a avec les coffres, c'est qu'ils ont de vieux cadenas. Et ces vieux cadenas, eh bien, pour les ouvrir, là, on est face à beaucoup de secrets, de rêves et de mystères. Parce que tout ça, c'est vieux et c'est séculaire. Et pour ouvrir le coffre, on a besoin de la clé. Et je pense que la clé pour ouvrir le coffre Afrique et avoir ce trésor, on a besoin d'une clé biologique. Parce que l'Afrique, c'est la solidarité, c'est le lien social, et on a besoin d'une clé biologique. Et aujourd'hui, on a besoin d'une deuxième clé, qui est la clé numérique. Et merci à la GEF pour la pertinence du choix du sujet de cette année. Merci Stéphanie, donc tu nous diras où on trouvera ces clés tout à l'heure dans les débats. J'ai aussi le plaisir d'accueillir
confrères, c'est Hicham El Abdelselmi, qui est directeur général de Microsoft Maroc, que je pense que tout le monde connaît, et qui va nous dire ce que l'Afrique représente pour lui, quelle perception il a de l'Afrique. Merci Swarman, ravi d'être parmi vous dans cette agréable organisation. En fait, moi j'ai ramené un objet que vous allez retrouver sur vous tous. En fait, on est plein dans le digital et pour moi le mobile représente vraiment le digital pour l'Afrique. Et comme a dit Swarman tout à l'heure, comment des pays comme le Kenya, avec M-Pesa, etc., ils ont fait des révolutions planétaires. Aujourd'hui, l'Afrique dispose d'un taux de pénétration du mobile le plus fort et qui permet vraiment à l'Afrique d'avoir cette agilité. Et là, dans tout ce qu'on va discuter, le mobile va revenir à la charge dans la transformation digitale et réellement va apporter à l'Afrique cette dimension planétaire pour, encore une fois, aller au-delà des challenges qu'on a pour avoir une transformation digitale. Merci. Donc le sprint du léopard et le saut à travers le mobile. Sizied Meshkin, qui est le directeur opérationnel pour la région MEA, j'imagine que c'est Middle East et Africa, il me corrigera de toute façon, pour Sopra RH. Marhaba, Sizied. Je sais que tu n'es pas venu l'année. Merci Sir Omar, merci à la présidence de la GEF et au gouvernement de la GEF qui m'a donné cette occasion en fait, de participer avec vous dans cet agréable en fait, expo. Donc effectivement, en fait, j'ai pensé à ramener avec moi un objet. J'ai hésité entre deux au départ, mais finalement en fait, j'ai ramené avec moi une carte. Déjà c'est un cadeau, une carte de l'Afrique où il y a en fait un enclave stellaire. Et ça me fait penser à un continent africain qui est en train de se libérer, qui est en train de s'ouvrir et impressionne le monde entier par sa croissance rapide et surtout par son potentiel. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai amené avec moi en fait, cet objet. Zakaria, mon collègue est en train de changer de sujet, mais bon. Allez, Lise Badna-Klesdiak. Monsieur Antoine Olivo, qui est directeur général de Deloitte Conseil Maroc, va rejoindre ses participants. Bienvenue. Il reste encore une place ici, non payante. L'Afrique pour vous, Antoine, c'est quoi? Bonsoir à tous. Oui. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, j'ai pas de chance, je passe en dernier, donc le mobile a déjà été pris, mais je vais quand même vous présenter mon mobile. Alors j'avais hésité à venir avec un smartphone au début. Un smartphone en me disant, finalement le smartphone, symbole de l'innovation, symbole des sauts numériques dont on va parler. Et évidemment, on a des combats d'anticipation que est en train de mener l'Afrique. Et puis je me suis dit finalement, ce mobile-là, très simple, il est le symbole pour moi d'une technologie qui est à la fois pragmatique et inclusive. Et le sujet du digital en Afrique sera certainement un sujet de bon sens, sera certainement un sujet d'inclusion. Et donc cet équilibre entre innovation et bon sens sera vraiment une des clés. Donc d'une certaine manière, je pense que l'Afrique de demain, elle sera un peu 4G, on en a parlé tout à l'heure, mais elle sera aussi un peu 2G. Voilà, c'était ça le choix. Comme ça, on ne fâchera aucune marque. Voilà. J'ai mis le mien pour ne pas vous piquer le vôtre.
Bien, on a 5 thématiques que nous voulons discuter, échanger, critiquer, se disputer, se bagarrer avant d'aller tout à l'heure à la piscine pour ceux qui n'ont pas peur de l'eau. Tiens, on va parler de quoi? D'abord encadré, je vous propose avec mes amis de parler de l'ampleur et de l'enjeu de la digitalisation dans les entreprises africaines. Nous restons dans le domaine de l'entreprise avec grand E, des organisations bien sûr publiques. Nous sortons un peu de la digitalisation de tous les domaines, on reste dans les entreprises, dans le monde de la création de valeur, soit organisation publique ou privée. Le deuxième point que je vous propose d'analyser, c'est de dire à partir du moment qu'on a cadré, de quoi on va parler, quel est le rôle du DRH. Est-ce qu'il va accompagner ce mouvement? Est-il acteur? Est-il lui-même sujet et objet? Nos amis répondent. Ensuite, quelle approche, quelle méthode? Une fois qu'on a pris conscience, et les amis qui sont là sont tous de grands adeptes de ces choix de transformation digitale, c'est de dire oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des circuits optimaux? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme le léopard de tout à l'heure ou la grenouille? Et quelle démarche, quelle priorité? Par quoi commencer lorsqu'on se met dans cette perspective? Ensuite, pour certains, ceux qui le souhaitent, nos amis, pourront faire des témoignages pour dire ce qu'il y a des exemples de réussite, des choses qui marchent bien, qu'on peut reproduire, copier et utiliser dans d'autres contextes, d'autres pays africains pluriels et différents. Et puis, il faut bien aussi parler des choses qui fâchent. La DRH est une fonction politique, ce n'est pas une fonction technique. Il faudrait bien qu'à un moment ou l'autre, on les mette tous un peu en zone de danger, on sort de notre zone de confort et dire quels sont les effets, les impacts indésirables de la digitalisation, parce qu'il y en a, on ne va pas se voiler la face, mais ce n'est pas une fatalité. Donc nos amis vont nous dire comment anticiper ces impacts, les accompagner pour éviter des fractures et des points de non-retour qui coûtent très cher à l'entreprise et évidemment à la communauté. Et sans transition, comme on dit dans le journal télévisé, je vais donner la parole à Antoine qui a bien souhaité nous planter le décor sur le cadrage ampleur. Super, merci beaucoup. Vous n'aviez évidemment pas besoin de moi pour savoir que la transformation digitale est un phénomène de très très grande ampleur. Je voudrais quand même peut-être démarrer par quelques chiffres, et je vais prendre des chiffres du Maroc, pas de l'Afrique, donc je vais me focaliser sur le Maroc aujourd'hui. 18 millions de smartphones, 21% de croissance l'année dernière, et sur ces mêmes smartphones, 54 millions de téléchargements de réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux tout à l'heure, et notamment dans les nouvelles logiques d'apprentissage, on a des phénomènes qui sont des phénomènes à la fois personnels et qui peuvent être des phénomènes professionnels. Et puis, on a un troisième chiffre qui est le 2 millions d'opérations de e-commerce l'année dernière, 40% d'augmentation. Donc on voit bien que la dynamique est extrêmement forte et que les taux de croissance sont forts, et donc on a une vitesse d'appropriation qui est de manière extrêmement accélérée. Et ça touche tous les domaines. La santé, l'éducation, la distribution, la logistique, et finalement il n'y a pas un seul secteur aujourd'hui qui est épargné. Alors on pourrait passer des heures à parler de digital, mais moi j'ai voulu focaliser sur 3 enjeux qui me semblent assez majeurs. Le premier, c'est la confiance. Comment est-ce que le digital peut apporter de la confiance en Afrique? Il y a 2 sujets dont j'aimerais parler plus précisément. Le premier, c'est le sujet de la blockchain. Alors, je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de la blockchain. On prédit que la blockchain sera la plus grande révolution depuis la création d'Internet. C'est probablement vrai. Mais aujourd'hui, la blockchain, finalement, comment est-ce qu'elle peut aider l'Afrique à gagner en confiance? Il y a 2 types donc la plus en libre distribué dans le monde entier, où l'enregistrement d'une transaction n'est du consensus de la communauté. Et donc, par exemple, quand on regarde le cadastre, le Ghana, par exemple, a fait un saut numérique, parce que c'est ça le sujet, en mettant son cadastre sur la blockchain, en partant d'un cadastre qui n'existait pas à un cadastre 100% numérique. Le même sujet est également vrai pour la transparence des processus électoraux, avec la biométrie. La biométrie est effectivement quelque chose de très important. Ça, c'est la première chose, c'est la confiance. La deuxième chose, c'est véritablement un sujet d'inclusion. Alors, le sujet a été évoqué sur le mobile banking, et on voit bien que dans un pays comme le Kenya, le développement du mobile banking a permis de faire évoluer la bancarisation de 58%. On est sur des phénomènes extrêmement importants qui ont un impact social et un impact de création de biens qui sont très importants. Et puis le troisième point, c'est l'accessibilité. Et de quelle manière est-ce que le digital peut donner accès à des produits,
à des services, des services qui soient publics ou privés, de la manière la plus efficace possible. Et là, je ne vais pas tellement être sur un numérique, mais je vais vous raconter un projet qu'on mène en ce moment dans un pays d'Afrique avec une poste qui dit comment est-ce que le téléphone mobile, pas le smartphone, mais le téléphone que je vous ai montré là, est capable de permettre à n'importe quel citoyen de mon pays de commander des produits et de me les faire livrer par la géolocalisation. Et tout ce projet a été structuré autour de la 2G, d'une connexion Internet 2G, pragmatique, utile, mais qui permet une accessibilité extrêmement forte. Et on pense, nous, effectivement, que l'Afrique sera 4G et elle sera 2G aussi, et que l'équilibre entre ces innovations qui sont extrêmement technologiques et puis des choses simples sera probablement une clé du succès. Et dernièrement, peut-être pour conclure, vu de l'entreprise. Donc nous, on a interrogé 400 entreprises africaines dans 7 pays sur la maturité digitale. Et ce que les gens nous disent, ce que les dirigeants, ce que vous nous dites, c'est qu'à 85%, la vision des enjeux est claire. On sait ce qu'il faut faire. On sait dans quel domaine il faut aller. Mais par contre, cette même population, à 57%, dit aujourd'hui, j'investis moins de 1% de mes budgets d'investissement dans le digital. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des enjeux de l'Afrique sera de choisir les combats d'investissement prioritaires que vous aurez à mener et de voir de quelle manière est-ce que vous arrivez à passer dans la phase d'exécution. Voilà les quelques mots que je voulais partager avec vous. Merci Antoine. Si Antoine, je veux dire ça, vous faites bien de nous rappeler ces sauts. Je pense que c'est excellent. On ne se rend pas compte de ce qui est fait en Afrique. J'ai regardé cette semaine pour préparer notre plateforme. C'est incroyable ce que vous dites sur les sophistiqués, déjà, la téléphonie qui a remporté la connectivité, qui a permis la connectivité pour les citoyens, également les services financiers par mobile, également le e-gouvernement, c'est quand même une chose incroyable qui se passe en Afrique, également le e-commerce, dont on connaît un peu l'essor au Maroc par exemple, les différents pays africains, et puis les plateformes collaboratives aussi. Tous ces choses sont réels, on n'est pas en train de parler de 2022, nous sommes en train de parler de 2015, 2017, c'est intéressant. Et le laisse-moi, toujours dans le cadrage, par rapport à l'ampleur et à l'enjeu des changements qui sont déjà là, c'est même pas la peine de parler de futur, ils sont déjà dans le présent, sinon même on n'est pas intéressant. Le laisse-moi, qu'est-ce qu'on peut cadrer avant de rentrer dans le reste du sujet? Tout à fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit par rapport au chiffre au Maroc, mais je dirais on parle beaucoup plus matériel que de contenu. Je pense qu'au Maroc, en tout cas, on manque de contenu. Par rapport à d'autres pays d'Afrique, il y a à peu près 30 pays d'Afrique qui ont une stratégie digitale à horizon 2020-2025 maximum. Mais sur tous ces pays-là, il y a que moins de 15 pays qui effectivement mettent en place cette stratégie. Donc, je peux dire, vous avez parlé de Mobile Payment. Mobile Payment, on vient de faire un forum hier, ça démarre cette semaine au Maroc. Alors que nous avons depuis déjà des années un taux de pénétration des smartphones qui dépasse les 120%. Donc, je dirais qu'il y a des pays effectivement qui sont très en avant. Si on prend par exemple les services civiaux dont vous avez parlé, nous sommes au Maroc à moins de 20% de procédures administratives qui sont déjà dématérialisées. L'objectif de la stratégie 2020, c'est d'arriver à 50%. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez plus de 50% déjà des procédures administratives qui sont dématérialisées. Vous pouvez demander des attestations d'étudiants, d'officialité, etc. Donc il y a une disparité. Je pense que l'étude dont on vient de parler à l'instant, c'est une étude qui montre ces disparités. Ce qu'il faut par rapport à l'Afrique, justement, on a deux avantages. On a la jeunesse, on en a parlé, et nous avons aussi la connectivité, parce que depuis 2007, l'Afrique, avec des fibres optiques et des câbles souterrains, elle est déjà connectée à tous les autres pays. Donc ça, c'est un grand avantage. Donc si on prend jeunesse plus connexion, nous avons, je dirais, un avantage compétitif qui est important. Et donc on devrait, et ça a été dit ce matin, on devrait plutôt partager nos expériences. Et nous, à l'API, en tant que fédération des digitales, nous avons des accords avec 8 pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons signés et avec qui on veut partager justement les expériences et prendre des projets qui marchent déjà, qui sont opérationnels, comme par exemple au Gabon par rapport aux agriculteurs, comme par exemple au Kenya par rapport aux paiements et autres pays,
et prendre ces projets d'image et les installer et les mettre en œuvre dans les autres pays. Ça serait vraiment, je pense, important et on gagnerait énormément de temps. Le deuxième enjeu par rapport à cette jeunesse, cette collectivité, et là c'est un peu les rôles des DRH sur le Z, c'est comment les retenir, comment retenir justement ces talents, on en a parlé tout à l'heure, parce que nous sommes, je pense, le secteur qui est le plus concerné, malheureusement, en ce moment, par une fuite massive à partir du Maroc, à partir de la Tunisie également vers l'Europe. Au Maroc, nous avons à peu près, nous formons, pour votre information, au Maroc, entre le public et le privé, nous formons à peu près 7500 informaticiens par an. Quand un pays comme la Pologne forme 70 par an. Et en ce moment, nous avons à peu près 50 informaticiens par mois qui partent. Donc ça fait à peu près 600 informaticiens par an. On doit absolument faire quelque chose. On ne peut pas, la mobilité, c'est la mondialisation, on ne peut pas empêcher les citoyens et la jeunesse de partir de travailler ailleurs, mais il faut absolument trouver une solution pour former beaucoup plus, et nous avons les moyens de former beaucoup plus, premièrement, et deuxièmement, ces jeunes-là, ces compétences informatiques, il faut leur donner plus de projets structurants, innovants et intéressants. Parce que ce n'est pas uniquement pour la rémunération, c'est également pour travailler sur des projets structurants de l'autre côté en Europe. Excellent, la Lasloa. Vous nous cadrez, vous nous rappelez à quel point les défis de la digitalisation sont aujourd'hui des enjeux de développement humain et économique, non seulement souhaitables, mais pour lesquels on n'a aucune excuse de traîner les pieds, d'autant plus que, et vous me donnez l'occasion de me rappeler de quelque chose que j'ai lu, je crois, hier ou avant-hier, on constate déjà, d'après ce que nous disent les experts, une fracture entre pays côtiers africains et pays continentaux. Je ne le savais pas. Il y a, paraît-il, un exemple célèbre de Djibouti, je crois, et de l'Érythrée, où Djibouti, petit pays, ultra connecté, très en avance sur la connectivité, la digitalisation, et ses voisins côtiers à côté, très, paraît-il, en retard. Je parle sous le contrôle de nos amis. Et déjà, vous voyez, les câbles marins ou sous-marins, je ne sais pas comment on les appelle, ont déjà mis en lumière une fracture numérique insupportable. Alors, vous avez interpellé les DRH, vous avez bien fait, ils sont souvent vos clients, donc vous les connaissez bien. En face, il y a d'autres professionnels qui travaillent avec les RH, c'est le Tmani qui est à votre gauche. Alors, le DRH, objet, sujet de la transformation, qu'est-ce qu'on peut dire sur son rôle? Merci, Sir Omar. Quand j'ai vu l'intitulé de la table ronde, il y a trois mots-clés. Hein. Il y a les ressources humaines, le DRH, il y a la transformation, et il y a le digital. Alors, je voudrais d'abord rassurer les Pardon, est-ce que tout le monde entend bien? Parce que moi d'ici, je n'entends pas très bien. Vous entendez les orateurs? Même tout à l'heure, j'avais deux doutes sur ces lois. Les gens, je crois qu'on n'entend pas très bien, cher ami. Très bien. Je disais qu'il y a trois concepts qui m'interpellent. Donc, directeur des ressources humaines, transformation et digital. Et je voulais effectivement rassurer et les entreprises et les directions générales sur les capacités démontrées déjà au cours des 20-30 dernières années des directions de ressources humaines à pouvoir se transformer et à pouvoir accompagner cette évolution. La transformation n'est pas une nouveauté pour la DRH. Nous avons tous vécu au cours de ces 15-20 dernières années l'arrivée de la GPEC et comment les DRH se sont parfaitement adaptés. Nous avons vu également comment les DRH ont pu surfer sur ce mouvement, et cette évolution et cette transformation. Quand le DRH est parti voir l'ensemble de ses collaborateurs pour leur donner la parole à travers les sondages d'opinion, vous connaissez tous, c'était un grand risque et c'était une grande claque au niveau de l'entreprise. C'est écouter les collaborateurs sur ce qu'ils disent et renvoyer effectivement l'image des angoisses, du vécu, des préoccupations, etc. Et là également, avec les moyens qui étaient utilisés à l'époque et les moyens d'aujourd'hui, le DRH n'a pas eu de problème pour effectivement accompagner cette transformation. La gestion de la performance, avant c'était une affaire d'opérationnel.
Maintenant, c'est l'affaire du directeur de ressources humaines et c'est la direction de ressources humaines aujourd'hui qui gère la performance. Et là également, la DRH a accompagné cette évolution. Le binôme DRH-DG, ou comment le DRH a réussi effectivement à s'approcher du centre de la décision de la direction générale, où le plus près c'était le financier. Et cette transformation a été réussie. La vision stratégique et l'implication de la DRH dans la construction de la vision stratégique a également été un élément important. Je vais encore même plus loin. Le partage de la fonction RH avec les opérationnels, qui était une grande révolution au niveau de la fonction, et les DRH ont montré énormément d'agilité. Je crois que la transformation, les changements ne font pas peur aujourd'hui à la communauté des directeurs de ressources humaines, qui l'ont bien démontré. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui comme nouveauté? Le DRH, c'est Abdelhak, peut-être il est parti, ou là s'il est encore là, eh bien, il fait partie de la génération de DRH qui avait travaillé avec le Telex. C'était bien avant le fax. Aujourd'hui, c'est Abdelhak, utilise les techniques les plus évoluées d'assessment et de recherche en recrutement en utilisant les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il est là. Non, il est parti. Donc, très bien. Donc, la question posée, qu'est-ce qui est en train de changer, qu'est-ce qui est en train d'évoluer dans le contexte des ressources humaines? Moi, je pense qu'il y a 4 points et qu'on peut approcher à travers différentes cibles. Le premier volet, c'est le rapport à la data. Ça a changé. Avant, le DRH était dans un système de data siloté. Eh bien, il y a des informations qui concernent la carrière dans un tiroir, qui concernent la formation dans un tiroir, qui concernent la paie dans un tiroir. Aujourd'hui, le rapport à la data est en train de changer et le DRH est interpellé sur ce plan-là. Le rapport au temps est un élément important qui est en train de changer. Eh bien, la réactivité ou l'exigence de réactivité aujourd'hui des parties prenantes au niveau de l'entreprise, c'est plus ce qu'il avait avant. Et le DRH est en train d'évoluer. Le périmètre aujourd'hui est en train de changer. On ne peut pas dire aujourd'hui que face à un problème que connaissent nos 3 entreprises, aujourd'hui, si je prends le groupe Africa, si je prends Central Danone ou si je prends le groupe Olmarcom avec le mouvement de boycott, on ne peut pas dire aujourd'hui que le DRH n'est pas totalement impliqué, concerné par rapport à cette préoccupation qui est en train de toucher la survie de l'entreprise. Donc le périmètre, effectivement, de la direction des ressources humaines est en train de changer, qui va au-delà de la responsabilité sociale. Je prends, c'est Omar, très rapidement, 3 cibles. Très rapidement. Très rapidement. Alors, je prends le manager, le collaborateur et les talents. Aujourd'hui, la demande des collaborateurs, c'est d'avoir son portail RH. Il arrive, il a une adresse, il a une fenêtre Facebook, il a un compte WhatsApp. Il faut qu'au niveau de l'entreprise, qu'il ait son propre portail RH qui lui donne toutes les informations dont il a besoin. Et des informations qui doivent être fiables, instantanées. Aujourd'hui, le collaborateur ne veut pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour qu'on lui dise vous êtes à 80% de la réalisation de vos objectifs. Aujourd'hui, le 27 février, il faut qu'il sache à quel niveau de réalisation de ses objectifs. Le 3 juin, même pendant ses congés, il va consulter son portail RH et avoir la totalité des informations. Il peut même demander une attestation de salaire pendant ses congés. Donc, il faut qu'il ait son portail RH. Le manager aujourd'hui, il faut qu'il ait l'ensemble de la data qui concerne la totalité du fonctionnement de son équipe, avec les éléments de performance, avec les éléments de suivi, et le DRH, en utilisant l'ensemble des algorithmes nécessaires, en puisant l'information de l'ensemble des tiroirs qui existaient, il faut qu'il mette à sa disposition cette information de manière instantanée et fiable. Et aujourd'hui, la gestion des talents. Le DRH ne travaille pas en autarcie. Il ne prend pas l'ensemble de son personnel, il le met à l'intérieur de l'usine et il ferme ça à clé dans un autre coffre. Dans son coffre, non. Le DRH est ouvert. Il doit communiquer sur le brand, il doit développer son image employeur, il doit séduire tout son environnement externe pour attirer les meilleurs. Et un dernier point où je peux vous dire effectivement que la digitalisation est un élément important, c'est la gestion des grèves.
récemment, eh bien, nous avons assisté peut-être à une première grève au Maroc, ce que j'appellerais la grève 2.0, où les réseaux sociaux, aussi bien chez les syndicats, chez les partenaires sociaux, que chez la direction générale et la direction des ressources humaines, étaient véritablement le champ de bataille. Et effectivement, cette grève le bras de fer a été lancé au niveau des réseaux sociaux, et c'est grâce aux réseaux sociaux que les combats ont été remportés et que la bataille a été gagnée. Donc, merci, c'est Hamid. Et merci. Un nouveau concept très intéressant, c'est vrai, disons-le, la grève digitale, le conflit social digital qui interpelle le DRH, comme vous dites, en dehors de ses bureaux et qui le met dans une position réellement d'observateur, de radar sur ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise et également à l'intérieur de l'entreprise. Si Jamal va également réagir, il a souhaité réagir sur le rôle du DRH, son positionnement. Et désolé d'avoir charcuté une partie de ton titre. Oui, effectivement. C'est pas la fiche qui n'est pas à jour également parce que je suis BDO Advisory, donc j'ai rejoint ce groupe il n'y a pas très longtemps. Si tu permets, 2 remarques préalables au regard des chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, puisque déjà dans l'objet de mon introduction ce matin, j'ai voulu alerter sur l'absence de prise de conscience des entreprises, en tout cas au Maroc et même ailleurs, sur le tsunami qui est en train d'arriver sur le digital. Et on a échangé à l'instant. Je ne pense absolument pas que la prise de conscience est réelle, et particulièrement dans le tissu économique de la PME-PMI, et encore moins dans les grandes entreprises. Donc, le rôle, justement, dans ce cadre-là, des DRH, entre guillemets, et pour ceux qui ont participé à une table ronde que j'avais initiée il y a à peu près 3 ans, et donc, par contre, je me souviens que Hicham était là et Zakaria Arbea également, où je disais que le DRH, fonction obsolète. Si vous vous souvenez de cette table ronde, j'affirme qu'aujourd'hui, elle est en train de devenir obsolète au regard, justement, de cette transition numérique qui est en train d'arriver, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, au-delà de la capacité ou non de DRH, entre guillemets, à faire le changement, bien évidemment, la question ne se pose pas. La véritable question, c'est est-ce qu'ils sont en capacité de le conduire dans les règles de l'art, sachant qu'aujourd'hui, il y a 3 sujets fondamentaux de la transformation numérique, qui sont autour de l'expérience client, sur laquelle ils ne sont pas toujours impliqués, qui sont autour de l'expérience collaborateur, sur laquelle ils sont impliqués, et bien évidemment sur la dématérialisation de l'entreprise, qui est fondamentale. Sur ces 3 axes, l'axe parallèle qui est l'innovation, avec les nouveaux modes de travail qui sont en train de révolutionner l'entreprise. Et enfin, il faut insister sur le fait que la révolution numérique, ce n'est pas une affaire technologique. Moi, j'insiste là-dessus. C'est une révolution culturelle. C'est pourquoi aujourd'hui la fonction RH doit prendre la main là-dessus. Ceux qui pensent que la transition numérique aujourd'hui, c'est avoir un site web, une application responsive, etc., c'est tout faux. Tout à l'heure, effectivement, tu parlais effectivement de la partie, par exemple, du feedback du collaborateur, parce qu'il va avoir ça régulièrement. Bien évidemment, il y a des outils. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui s'appellent le continuous feedback, qui sont digitalisés, qui vous permettent de suivre le collaborateur toute l'année, tous les jours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette révolution culturelle nécessaire, c'est d'abord faire en sorte que l'entreprise à l'intérieur, lorsque le collaborateur qui lui est déjà digitalisé à l'extérieur, lorsqu'il rentre, il doit continuer à vivre cette expérience digitale. Sinon, il y a un mismatch. Et cette expérience digitale, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'effectivement, comme on est dans la logique du bring your own device, etc., de ne pas changer d'univers, de garder son univers et de pouvoir vivre toute l'expérience à l'intérieur à travers le smartphone ou le PC éventuellement. Mais au-delà de ça, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans chez nous. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un concept abstrait, ce n'est pas uniquement à la télé. C'est qu'aujourd'hui, la fonction RH va être disruptée. Le recrutement, de plus en plus, va être disrupté. Donc, je dirais même demain, il faudra comprendre que certaines missions au sein de la fonction de la chaîne de valeur RH, elles seront complètement ailleurs. Donc ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que, et là pour revenir à ce que disait mon ami Atmani, c'est que, encore une fois, je repose la question différemment. C'est pas, oui, on a changé, on a réussi à faire la GPEC, etc. Ça, c'est des concepts qui sont dépassés. Aujourd'hui, on ne gère plus les hommes de la même manière parce que justement la relation a changé. Donc je crois que comprendre les RH d'hier, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est quoi le futur?
C'est quoi l'entreprise 2.0? Comment on l'anime? Comment on la transforme? C'est ça le vrai sujet. Et donc, la génération d'acteurs qui sont dans cette salle doit prendre le pouvoir pour devenir des transformateurs. Et la révolution digitale, c'est votre territoire de jeu. Si vous ne l'avez pas, dans les 3-5 ans, vous n'avez plus votre job. Il faut être très clair. Vous n'avez plus votre job dans les 3-5 ans. Pourquoi? Parce que justement, cette génération Y et Z qui est en train d'arriver, elle pousse les murs. Parce que justement, à l'extérieur, et je reviens à ce qu'a dit Atman également sur les grèves 2.0, il a raison, c'est que ça se passe à l'extérieur de l'entreprise. Donc si l'entreprise n'est pas prête, si l'entreprise n'exprime pas ou ne prépare pas les choses en interne, sur les 3 volets dont je vous ai parlé, à savoir l'expérience client, l'expérience collaborateur et la dématérialisation de l'entreprise, point d'avenir. Et enfin, la révolution numérique, c'est d'abord une question de business aussi. C'est la création de valeur. Ça disrupte les modèles économiques. C'est pas simplement, encore une fois, avoir un bon ordinateur, une application, etc. C'est comment je vais vendre demain. Je rappelle, encore une fois, que on prend souvent l'exemple d'Uber, mais prenez juste Airbnb. Airbnb n'a même pas une chambre d'hôtel. D'accord? Avec une capitalisation boursière qui dépasse l'entendement aujourd'hui. Pas d'actifs, mais énormément de chiffre d'affaires. Blablacar, etc., etc. Donc ça veut dire que, quels que soient les métiers dans lesquels nous sommes aujourd'hui, le rôle du DRH aujourd'hui, c'est de se poser la question et d'anticiper avec son DG, est-ce que demain, nous ferons notre métier de la même manière? C'est la seule question qui vaille pour accompagner la transformation sur les 3 dimensions, je réinsiste encore, expérience client, expérience collaborateur et dématérialisation de l'organisation pour faire en sorte que demain, l'entreprise 2.0 ait un sens parce que justement, elle revient à dire ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'on va aujourd'hui faire le saut de grenouille, effectivement, on va zapper quasiment une révolution pour arriver à celle du digital. Merci, Si Jamal, pour cette introduction exhaustive. Mais j'insiste pour avoir la réponse du DRH. Donc, Si Zaid, je vous mets un peu je mets la pression, Si Zaid. Que doit faire le DRH? Quel est le rôle du DRH face à ce que nous a dit Si Jamal, c'est Atmani et tout à l'heure Antoine et Laslois sur tous ces exigences, ces challenges? Concrètement, quel est son rôle? Il se positionne comment concrètement? Excellente question, c'est Omar, mais peut-être juste avant de vous répondre, je vais donner juste un chiffre ici. Il a fallu 40 ans pour faire connecter 2,5 milliards d'individus sur l'Internet. Sur les 36 prochains mois, on va encore connecter 2,5 milliards d'individus. Donc l'accélération, elle est là. Elle est juste phénoménale. Et ça permet d'avoir un gain d'opportunités massif pour l'humanité dans son ensemble. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une révolution en fait. Et cette révolution impacte notre vie quotidienne de tous les jours. Notre manière de faire, et les médias, les corps politiques, et aussi les entreprises, et d'une manière plus générale, toute activité économique. Contrairement aux révolutions précédentes, en fait, révolution industrielle ou technologique, cette révolution, elle est marquée par une ampleur sans précédent. Cette ampleur, en fait, est due du fait qu'elle est portée par les individus et non pas par les entreprises. Les entreprises sont en train plutôt de suivre le mouvement que plutôt de le créer. D'où l'urgence et la nécessité de l'entreprise de mettre en place des projets de transformation digitale qui permettra bien sûr de faire face à de nouvelles concurrences beaucoup plus innovantes et agiles. Maintenant, pour revenir à votre question sur les apports de la fonction RH, ma réponse, ça va être articulé sur 2 axes. Le premier, c'est de dire déjà, la fonction RH en elle-même doit se réinventer, doit s'adapter et se moderniser à travers des mises en place d'outils qui sont beaucoup plus modernes, qui sont en parfaite adéquation avec l'environnement externe, qui intègrent le nomadisme, des concepts que l'individu, l'employé, est en train de vivre dans sa vie privée. 2, c'est de dire que voilà, les processus RH en elles-mêmes. Vous savez, notre manière de faire a changé. Le recrutement, si je prends l'exemple de recrutement, le recrutement se fait aujourd'hui d'une manière très différente par rapport au passé. Au passé, si vous vous rappelez, en fait, on fait des annonces sur la presse, on met 3 semaines pour collecter les CV, etc. Aujourd'hui, on a la donnée, au bout de quelques minutes, en fait, on a plus ou moins
l'annonce qui est déjà là, il y a les sortes de recrutement comme LinkedIn, tout comme Viadio, et le processus de recrutement, il a changé. Pareil pour la formation. La manière de faire de la formation, elle est différente d'avant. Aujourd'hui, on parle de plateforme e-learning, on parle de MOOC qui est en tendance. Tout ça doit être intégré dans le processus RH pour que ce soit adapté par rapport au monde extérieur. Ça, c'est le premier point, donc, par rapport au processus interne RH. Le deuxième, qui me semble aussi très important et primordial pour la fonction RH, c'est le fait de dire que la fonction RH, elle est déjà un business partner. C'est là où le DRH doit prendre le manche pour, cette fois-ci, piloter un changement qui est en fait d'ordre plutôt sur d'ordre changement, donc un accompagnement au changement de la transformation de l'entreprise. Donc sa mission va s'articuler sur 4 volets. Le premier sujet, c'est accompagnement au changement de la culture de l'entreprise. Qui dit digital et dit entreprise qui va changer de manière de faire du business. Donc mettre, comme l'a dit M. Jamel, mettre l'expérience client au centre de l'organisation. Donc ça demande un changement de culture d'entreprise. Et du coup, en fait, la manière de management de l'entreprise. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est accompagner l'évolution métier. Vous savez, 75% de nos enfants aujourd'hui, des enfants qui intègrent les écoles, vont exercer des métiers qui requièrent des compétences qui n'existent pas encore. Donc, il y a une transformation des métiers, il y a une transformation des compétences. Aujourd'hui, on parle de community manager, on parle de web designers et de plus en plus des développeurs mobile. Donc, il y a une transformation du métier et c'est là où le DRH doit plus ou moins accompagner par la mise en place des plans de développement adéquats, par des plans de formation, etc. Le troisième sujet, en fait, c'est lié à l'organisation, donc le changement organisationnel. Qui dit digital, dit agile. Et là, je me rappelle en fait de l'intervention du CEO de LinkedIn qui dit en fait, si vous êtes content de votre produit le jour où vous lancez, ce que vous lancez trop tard. Et c'est ça la culture de l'agile en fait. Et c'est ça la culture du digital. C'est une culture qui demande en fait plutôt une organisation beaucoup plus aplatie, horizontale, où en fait il n'y a plus de silos entre les différentes organisations. Encore une fois, c'est là où la direction ressources humaines doit accompagner ce changement d'organisation. Et sur le quatrième point, plutôt le quatrième sujet, c'est accompagnement du changement de mode de travail. Vous savez, on ne travaille plus de la même manière. Et si on reprend les 3 règles en fait, qui définissent le travail, qui sont les 3 unités, l'unité lieu, l'unité temps et l'unité action ou activité. Si je prends les 2 premières unités, en fait, ces 2 unités ont été chamboulées avec le digital. Maintenant, si je prends l'unité lieu, avec le cloud, on peut travailler de n'importe où. On a l'accès à toutes les ressources et on peut accéder à notre travail et faire exécuter notre travail. Pareil pour l'unité temps. Aujourd'hui, à n'importe quel moment de la journée, on peut répondre à nos SMS, plutôt à nos messageries, on prend des décisions et même on envoie des actions. On n'a plus la fameuse restriction 8h-18h. Du coup, en fait, les 2 changements d'unité vont faire apparaître de nouveaux modes de travail, tels que le télétravail, tels que les freelancers, qui sont de plus en plus en mode aujourd'hui. Et c'est là où il y a le rôle de DRH de mettre en place un cadre social qui lie l'employé à l'employeur et plus ou moins maîtriser ce phénomène, ce nouveau phénomène. Merci beaucoup, Sizaïd. C'est Hicham, je vous ai fait promettre, avec pression et chantage, de nous parler, entre autres, de quelques exemples de réussite qu'on pourrait transposer, reproduire, copier et partager. Je vous laisse nous donner quelques éléments, s'il vous plaît. Je vous remercie. En fait, je voudrais juste revenir sur qu'est-ce qu'on attend d'un DRH dans des projets de transformation digitale, de par nos quelques expériences qu'on a eues aussi bien à l'international qu'au Maroc. Et après, je parlerai des exemples, d'un exemple, en fait, sur lequel je voudrais revenir, celui de Microsoft. En fait, lorsqu'on est dans un projet de transformation digitale, la réussite sur le retour d'expérience dépend principalement de l'accompagnement au changement culturel. Et à chaque fois qu'on est en train de lancer un nouveau projet, toute notre attention se porte sur l'accompagnement de l'équipe DRH. Lorsqu'on voit qu'il y a vraiment une très forte volonté, il y a un sens du projet de transformation digitale au niveau de la DRH
et comment ils sont impliqués, on est plus à l'aise sur la réussite du projet. Et ça, c'est aussi valable à l'international qu'au Maroc, avec des exemples assez concrets. Donc réellement, ce qu'on attend dans cette quête à la transformation digitale du DRH, on attend qu'il reprend en fait son bâton de pèlerin, de leader, pour donner le temps sur vraiment l'intérêt de faire ces projets de transformation digitale. Maintenant, pour parler de Microsoft, je vais vous parler en fait d'un changement qui s'est passé sur les 4 années et demie, 5 ans. Microsoft on a eu un nouveau CEO. Et ce qui est assez impressionnant, ce qui on voit en fait arriver au niveau des grandes multinationales américaines, c'est une avalanche des personnes qui ne sont pas naturellement américains. En l'occurrence, chez Microsoft, c'est un Indien qui a fait tous les rangs de l'entreprise jusqu'à arriver à un rôle de VP, et après, elle a été promue en tant que président. C'est une première. Maintenant, Google aussi en fait la même chose, etc., etc. Et on va voir de plus en plus des gens venir de l'Inde, non nécessairement de l'Inde, de la Chine, etc. C'est un long sujet qu'on pourrait débattre par la suite, mais bon, il y a une course à la compétence qui est en train de se faire au niveau du marché de l'Asie. Donc ce monsieur, lorsqu'il est arrivé chez Microsoft en tant que président, il a dit « Moi, j'ai 2 choses à faire. Je veux en fait me concentrer sur redéfinir la mission de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Sur la mission de l'entreprise, d'un point de vue positionnement stratégique, etc., mais sur la culture de l'entreprise, bien évidemment, c'était une fonction majoritairement basée sur les ressources humaines. Et je peux vous dire, à l'échelle de 2 ans, on a commencé à cueillir les fruits, aussi bien en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise. Juste un chiffre révélateur. En 4 ans et demi, Microsoft a pris pratiquement 4 fois le valeur boursière. 4 fois. La capitalisation boursière de l'entreprise a été multipliée par 4. Et profondément, j'ai vécu ça à l'intérieur de l'entreprise, le changement culturel était, je dirais, à 50% de cet exploit que Microsoft a pu réaliser. Et je vous passe tous les choses qu'on a mis en place pour accélérer, on va dire, l'expérience des utilisateurs. On parle des millennials qui ont une certaine expérience à l'extérieur de l'entreprise, qui veulent la retrouver à l'intérieur de l'entreprise. On a parlé tout à l'heure du Self-Service Portal. On a parlé vraiment on vit à une digitalisation totale. On a vraiment le zéro papier lorsque ça concerne les ressources humaines. Aujourd'hui, le métier de ressources humaines chez Microsoft, en gros, il n'adresse absolument pas le côté administratif. Je veux une attestation, tout ça, c'est self-portal, c'est outsourcé en Inde et c'est en un clic qu'on reçoit tous les documents dont on a besoin. Alors que le métier de ressources humaines, il est refocusé sur le career development, sur comment on va faire un plan de succession. Et chaque personne dans l'entreprise, naturellement, on a un plan de succession, on a un pipeline même de succession. On ne peut pas se permettre à l'échelle d'une certaine entreprise demain, il y a pour une certaine raison, un individu qui est clé pour l'entreprise, il part et on se retrouve à dire qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment, je dirais, les métiers clés d'un DRH au niveau de Microsoft. Je vous remercie. Laisse-moi une seconde, simplement pour vous annoncer que après cette première tournée, oui, je change d'endroit pour attirer leur attention et pour qu'ils attrapent la torticolis en fin de journée. Donc, c'était juste pour dire on va passer à un autre mode, selon toujours le conducteur sur lequel on a convenu ensemble en avant. On va être dans le speed speaking cette fois, et peut-être avec un peu d'interaction entre nous. Alors, il nous reste 2 points à traiter, puisqu'on a traité le cadrage, on a traité, si Mohamed me fait des clins d'œil, mais contractuellement, je me suis engagé avec mes amis, 12 minutes chacun. Donc, je suis vraiment dans le timing. J'ai regardé mon téléphone, on a encore au moins 15 minutes minimum. Donc, il faut qu'on parle, après le cadrage, après l'ampleur, après le rôle du DRH, et après quelques exemples, il nous reste 2 points importants. Il nous reste à dire, mais comment on fait? La méthode, l'approche, par où je commence si je suis DRH?
et que je m'en lance dans le digital, il y a beaucoup de nos amis ici qui sont en projet de lancement de digitalisation de leur entreprise ou de leur fonction, qu'importe. Comment je fais? Je commence par où? Et comment faire le saut de grenouille pour ne pas refaire les erreurs d'entreprises qui se sont lancées dans des usines à gaz et qui ne s'en sont pas sorties. Et par où commencer? Et même ceux qui sont déjà digitalisés et qui veulent passer à l'âge 2 de la digitalisation, que faire, que pas faire? Et puis, puisque vous êtes tous prestataires et vous avez tous dans vos valises des prestations, c'est l'occasion de nous dire, les uns et les autres, en quoi nos amis peuvent venir vous servir chez vous pour gagner en temps, agilité, le saut de de la grenouille. Et pour commencer, deux personnes ont souhaité parler sur le point de la méthode et l'approche. Antoine, vous avez dit oui, je veux bien parler de la priorisation et des méthodes. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce qui a été dit sur le rôle du DRH. C'est-à-dire que on veut faire porter beaucoup de casquettes au DRH en ce moment, et le digital notamment le fait. On veut qu'il soit à la fois business partner, ça a été évoqué, on veut qu'il soit facilitateur, on veut qu'il soit créateur de liens, on veut qu'il soit innovateur, il faut qu'il soit Chief Happiness Officer aussi, donc le bien-être au travail. Et toutes ces casquettes-là sont finalement pas toujours très simples à gérer. Ce qui nous semble absolument fondamental dans la manière de commencer, c'est le sujet de la compétence. C'est le sujet de la gestion de la compétence. Et pour nous, les 4 enjeux autour de la compétence, le premier enjeu, c'est véritablement de réussir à partager la connaissance. Le digital permet de nouveaux modes de partage de connaissances et des montées en compétences beaucoup plus horizontales. Ça a été dit. On a parlé de l'émergence des réseaux sociaux dans la vie personnelle des gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux d'entreprise et ces logiques d'apprentissage communautaire. Donc vous savez, on passe d'une relation de pair, P-E-R-E, à pair, P-A-I-R. Et de quelle manière est-ce qu'on partage les succès, on fait monter en compétence les gens. Nous, on pense que la première clé, c'est la montée en compétence sur le digital dans une approche communautaire. La deuxième chose qui nous semble importante, c'est la rétention. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le bien-être au travail, que je partage absolument. Il y a un point aussi qui est très important, et je vais revenir sur la quête de sens qui a été mentionnée ce matin, c'est de quelle manière est-ce que les organisations peuvent mettre en place une responsabilité sociale et environnementale forte pour donner du sens au parcours de carrière de leurs collaborateurs. Ça, pour moi, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est aller chercher la compétence ailleurs. On a parlé, alors le mot n'a pas été complètement employé, mais open talent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous ces nouveaux métiers, dans tous ces nouveaux rôles, les entreprises ne peuvent pas avoir toutes ces compétences-là en interne. Et donc la capacité, et c'est très vrai en Afrique, de fédérer des freelances, ça a été dit, de fédérer des startups, de fédérer des communautés de crowdsourcing pour aller chercher de la compétence en complément des ressources, me semble quelque chose d'intéressant. Et puis le dernier point, puis je conclurai là-dessus, c'est les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, on a parlé de métiers autour de la data, on a parlé de métiers autour du social, on a parlé autour de la blockchain. Ça, c'est absolument fondamental de réussir à les anticiper et à aller chercher ces compétences-là là où elles sont. Et moi, je vais juste prendre, je ne vais pas faire de pub, mais je vais juste prendre l'exemple de Deloitte. On n'aurait pas imaginé, nous, il y a 5 ans, qu'on aurait aujourd'hui 40 000 personnes, 40 000 informaticiens qui font du développement dans nos centres de développement, dont 5 000 qui font de la blockchain, de la robotisation des processus et de l'intelligence artificielle. Et donc la capacité à prendre ces virages rapidement, à notre avis, sera probablement autour de la compétence un point clé. Voilà, vous faites bien, Antoine, de le préciser, d'autant plus que l'étiquette finance vous collez à la peau à Deloitte, et là vous nous dites non, on se trompe. Aujourd'hui, 2 tiers des 260 000 collaborateurs de Deloitte sont des consultants. Voilà. Excellent. Merci pour le speed de speaking. C'est Loa, tu voulais aussi sur ce sujet? Très rapidement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je voudrais juste préciser quand même que les projets de transformation digitale, ce sont des projets qui sont très complexes, qui sont coûteux, qui, je dirais, touchent à tous les process de l'entreprise, depuis donc l'ensemble des process, le marketing, le commercial, les RH, la production, etc. Donc ce sont des projets qu'il faut, je veux dire, faire avec une véritable gestion de projet, se faire accompagner par ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et le rôle du RH, en plus de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire accompagner par rapport au changement, par rapport à la culture du changement, je pense qu'il y a un rôle qui est encore beaucoup plus important, c'est que quand on réussit un projet de transformation digitale, il y a pas mal d'emplois qui se transforment ou qui n'existent plus parce qu'on les a informatisés, on a informatisé ces process. Et donc, le rôle du DRH également, c'est comment gérer cette suppression d'emplois, comment reconvertir les gens, parce qu'il faut les reconvertir. Il y a d'autres types d'emplois. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et le deuxième point, on n'en a pas parlé,
on a un peu effleuré, c'est ce qui est télétravail. La tendance maintenant dans les autres pays, c'est ça, c'est de fermer des bureaux, c'est de travailler à distance, à partir de chez soi. Et je pense qu'au Maroc, ça va commencer, si ce n'est pas déjà commencé. Et là, comment on va évoluer cet employé? Donc c'est toutes les règles d'évaluation qui vont changer, et même la réglementation. On a encore ici avec nous Monsieur le ministre, les réglementations vont changer. On parle maintenant, on n'a pas encore sorti le code du travail, alors que le code du travail maintenant ne prévoit pas le télétravail. Donc comment ça va se passer? C'est une réflexion qui doit être menée, et je pense que l'AGEF, c'est l'association adéquate pour mener ce type de réflexion. Absolument. Si Hicham, sur la méthode, l'approche, par où commencer, quelle priorité pour les DRH? Tu ne peux pas tout faire. Et s'il fallait faire économie d'énergie comme notre grenouille et sauter un peu, qu'est-ce qu'il peut faire? En fait, j'irais deux choses. On est en face surtout je parle de la nouvelle génération, et c'est là où on va aller chercher les talents, les métiers de futur, etc., qui sont les métiers dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment les quick wins. C'est fondamental. C'est des gens qui ne peuvent pas attendre. On est vraiment dans l'accélération de l'accélération. Et les quick wins et vraiment être dans la nouveauté. On veut mener un projet de transformation digitale, effectivement c'est complexe, etc. Mais en tant que collaborateur, que utilisateur final, on ne doit pas lui faire sentir cette complexité. Et comment on peut le faire? On doit le faire à travers des quick delivery. C'est-à-dire on commence par sortir des choses, et au fur et à mesure on sort de nouvelles fonctionnalités pour faciliter en fait son travail au quotidien, pour qu'il retrouve la même expérience qu'il vit ailleurs sur des réseaux sociaux. Donc ça, c'est un. Deuxième point fondamental qu'on attend des DRH, c'est vraiment veiller à l'équilibre de la vie personnelle professionnelle. Et ça, on oublie, parce que dès qu'on commence à aller sur le digital, on est en train d'envahir un peu la vie personnelle de nos collaborateurs. Donc ça nous remet vraiment une question qui est un peu plus large, et je pense qu'encore une fois, ce forum est je pense le meilleur forum pour en discuter, d'autant plus qu'on parle du télétravail, etc. Et on réellement, en tant que collaborateur, on attend le DRH sur ce genre de questions. On passe à l'impact. Et si Ziad, vous souhaitiez sur ce sujet nous éclairer, quel impact quel impact indésirable, les impacts agréables, on en a bien parlé, on a bien vendu la digitalisation, je pense, à des DRH déjà convaincus, je pense, de l'utilité de cette transformation. Mais, comme disait tout à l'heure Siloa, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, parfois même la poêle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, que tout cela se fasse sans trop de factures? Lapsus révélateur, vous avez compris ce que je veux dire. À vous la parole. Merci Omar. En fait, vous venez de le dire, en fait, on a toujours tendance de parler des bienfaits de la digitalisation et de la transformation digitale, et on a tendance à oublier ou peu parler des effets indésirables ou des effets plus ou moins négatifs sur les individus de manière particulière, et sur l'aspect social surtout. Donc, en fait, l'histoire nous a plus ou moins enseigné que toute révolution industrielle ou numérique est suivie, ou plutôt accompagnée nécessairement par une phase, ou plutôt un processus destructif. Et malheureusement, les emplois sont les premières victimes de cette destruction. Aujourd'hui, il y a une vraie inquiétude par rapport à cette perte d'emploi et par rapport au taux de chômage qui ne cesse d'accroître. Il y a une étude en fait qui a été faite par l'université d'Oxford qui dit que 47% des emplois d'aujourd'hui vont disparaître, ou plutôt risquent de disparaître dans les 20 prochaines années. Si on classifie les emplois en 3 catégories: catégorie production, transaction et interaction. Donc, une pensée reste plausible de dire que on va dire les emplois de production, le secteur de production va plus ou moins être conquis par les robots, par l'intelligence artificielle. Les transactions par les serveurs intelligents et par les plateformes. Et qu'est-ce qu'il nous reste? En fait, tous les métiers vont converger à un certain moment, et plutôt vont se concentrer vers tout ce qui est plus ou moins interaction. Tout ça pour dire que la conception de la carrière elle-même, elle est en perpétuelle transformation. Et c'est là où le DRH en particulier, l'entreprise en général et le DRH en particulier, doit s'investir pour attirer,
recruter et développer des profils qui sont capables de s'adapter avec des turbulences d'une période et une époque incertaine. Donc des profils en fait qui ont les compétences plutôt déjà, qui acceptent l'incertitude, deux, qui plus ou moins qui sont innovants et qui acceptent l'apprentissage continu, trois, c'est des profils qui multiplient les compétences, et quatre, des profils qui changent de carrière plusieurs fois. Ça, c'est le premier plus ou moins effet indésirable. Le second, en fait, c'est ce que vient de dire M. Hichem, en fait, c'est la confusion totale entre vie privée et vie professionnelle. Donc aujourd'hui, la frontière entre les deux, elle est devenue obsolète. Tout à l'heure, on a parlé de changement d'unité, lieu et temps. On parle toujours, en fait, de télétravail. Donc il y a des effets effectivement indésirables sur la vie personnelle et la vie sociale, et on parle maintenant de plus en plus de désengagement en fait, des individus et des collaborateurs, et des dépressions et même des blackouts. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des actions qui doivent être menées par les DRH pour plus ou moins limiter les dégâts. Lorsqu'on parle par exemple de télétravail, c'est ce qu'a évoqué Mme Salwa, il faut mettre un cadre social pour le télétravail. En France, par exemple, c'est vrai que le télétravail se fait à partir du domicile, mais l'obligation du collaborateur déjà assez limitée dans le temps, c'est 2 jours par semaine pour max, et en plus de préparer un endroit bien précis dans son domicile, réservé pour le travail. Et l'employeur a le droit de faire une visite pour s'assurer du bon déroulement en fait, de cette, plus ou moins, la disparition, plus ou moins le bon déroulement du travail au sein du domicile. Voilà, merci Cézanne pour le speak. Slotmani, comment accompagner le DRH pour profiter de la transformation digitale, mais surtout aussi pour assumer le côté ingrat de la fonction, qui est celui des impacts sur l'équilibre de la structure? Enfin, encore une fois, je suis dans un discours qui rassure. Parce que gérer les impacts d'un progrès technique, le DRH a souvent été l'essentiel et le cœur de son métier. Et je crois que la digitalisation aujourd'hui n'est qu'une énième vague, effectivement, de ce progrès technique. Le DRH a toujours géré les problèmes de sureffectifs, a toujours fait des plans sociaux. Maintenant, peut-être l'impact est beaucoup plus important parce que les effectifs concernés sont peut-être plus importants. Mais peut-être l'atout aujourd'hui des DRH, et là je voudrais peut-être casser une idée reçue, ceux qui disent qu'aujourd'hui le DRH est dans un monde incertain, dans un monde imprévisible, c'est faux. Jamais le DRH n'a eu accès à autant d'informations, et d'informations fiables qu'aujourd'hui. Et ça, c'est un élément important. Je donne l'exemple d'une administration avec qui nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui dans son projet de digitalisation. Une administration qui, du jour au lendemain, a décidé de fermer la totalité des agences de son réseau et a décidé d'interdire tout contact de l'usager ou du client avec ses fonctionnaires, et que toute opération serait digitalisé et qui est en train de réussir effectivement son pari sur un plan technique. Donc le tout digital. Alors la question aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve, ou on s'est retrouvé du jour au lendemain avec l'équivalent de 3000 fonctionnaires sur les bras et qu'il faudrait effectivement reconvertir. Le travail se passe très bien et les gens même sont heureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de découvrir d'autres horizons, ils sont en train de découvrir d'autres modes, etc. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'avant, et les DRH peuvent confirmer ça, rappelez-vous, il y a 7-8 ans, pour faire un bilan de compétences, on avait besoin de 3 jours pour faire un bilan de compétences. Aujourd'hui, on fait des centaines de bilans de compétences en une journée, grâce effectivement à la technologie. Avant, il fallait faire venir les gens, les mettre dans des salles, qu'ils remettent des questionnaires, on prenne ces questionnaires, etc. Aujourd'hui, le fonctionnaire en question, ou le client, le collaborateur en question, de chez lui, il est en train de répondre à des tests, et nous avons ces éléments. Moi, je crois la plus grande, parce que le DRH sait gérer les plans sociaux et sait gérer également la transformation des métiers, et le rythme et la rapidité de transformation de métiers, rien ne changerait.
il est plus enrichi avec toute l'information qu'il a aujourd'hui, toute la technologie et tout le savoir qu'il a à sa disposition. Ce qui va changer, et ça va demander beaucoup de créativité. Imaginez que le colloque que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où tout le monde a fait le déplacement de Casa, peut-être de, je sais pas, de l'Afrique, de l'étranger, etc. Hein, et que ce que nous attendons effectivement de ce colloque, c'est qu'on parte avec un savoir, avec des benchmarks, avec des échanges, avec de l'expertise. Ça ne poserait pas de problème. On aurait pu le réussir tout en restant chacun chez lui, de son bureau. Mais par contre, la soirée de gala que Serbeï nous a organisée ce soir, où nous allons trinquer, où nous allons assister à des échanges d'émotions, à de la passion, peut-être à danser, à vivre des moments importants qui vont créer des liens entre nous, eh bien, ça, on ne peut pas l'avoir tout en restant chacun chez lui. On va demander à notre DRH de nous organiser ce type de colloque, d'atteindre les mêmes objectifs. Chacun va rester chez lui, le télétravail, travail à domicile, les freelances, etc. Mais qu'à la fin de l'opération, il y ait non seulement la totalité de l'échange de savoir et d'expérience, mais qu'on parte avec la même satisfaction. Et sur ce plan-là, le DRH est demandé et attendu en termes de créativité, effectivement, de nouvelles prestations de la lien DRH. social. Donc, en 2030, Serbeï, les colloques de l'AGF se feront ici, c'est ça. Rassure-nous, Zakaria, tu nous rassures. Merci. Si Jamel, pour clôture, on me regarde avec des regards obliques. Si Jamel, il a quand même, comme tout le monde, 3 minutes. Juste 3 minutes? Non, même pas. Ça va être très rapide, puisque la question c'était... Je sais que tu es réactif. Comment accompagner? C'est très simple. Mon numéro, c'est 06 74 4 fois. Donc, trêve de plaisanterie. Je pense qu'il y a 3 questions en termes de méthode auxquelles il faut répondre. C'est why, la question du pourquoi et le sens d'une transformation digitale. Et pour ça, je pense que ce sont les CIO qui ont la main et qui ont la décision là-dessus. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de transformation digitale. Ensuite, il y a le travail sur le what et sur le how. C'est-à-dire, on travaille avec les équipes, etc. sur qu'est-ce qu'on va faire. Expérience client, expérience collaborateur, débat de l'entreprise, mode d'innovation, mode collaboratif. Et enfin, le how. C'est tout le travail en mode intelligence collective, etc., etc. Donc je crois que il faut absolument... Il a raison de vouloir rassurer. Mais encore une fois, rassurer, c'est bien. Mais regardez l'enjeu en face et la réalité, elle est là. Elle nous arrive droit devant nous. Et ça, c'est une urgence fondamentale. Et donc, l'être humain ne change que s'il sent le sentiment d'urgence. Nous y sommes. On n'a plus le choix. Demain sera complètement différent. Donc, soit on l'accompagne le demain, soit on le subit. Et là, on n'est plus là. Merci. Merci. Bien, on a fini. Yak, cher ami. On va faire dans la qualité, pas forcément dans la quantité, puisque je sais que vous êtes tous là et vous avez atteint le degré de patience quasi limite. Donc, je vous suggère qu'on prenne 5 questions pour commencer. Si Mohamed me dit 3, on va dire 4. Et évidemment que les débats et les discussions, c'est un sujet tellement passionnant et qu'on peut continuer dans la soirée de gala autour de la piscine. Alors, si possible, s'il vous plaît, que ça soit plutôt des questions et non pas des interventions, et que ça soit ciblé vraiment sur le sujet, qui est comment faire pour que le DRH réussisse la digitalisation avec l'équilibre que nos amis ont dit, qui était celui en même temps de garder le lien social, mais de profiter de la technologie, toujours dans l'intérêt collectif de l'entreprise qui est créer de la richesse et gagner de la valeur. Qui plonge pour la question, pas pour la piscine. La première dame qui ose et qui risque et qui plonge, c'est madame. Je vous en prie, madame. Allons-y, merci. Merci, madame. Hind Amziane, DRH de Vivo Énergie Maroc. Tout d'abord, merci de nous avoir tenus en haleine. On n'a pas pris de pause, mais on ne s'est pas ennuyé du tout avec ce panel. En tout cas, merci pour le contenu de toutes les interventions. On repart avec beaucoup de points d'interrogation, c'était l'objectif. Donc, pour moi, il y a quelques points qui restent encore à approfondir, mais en tout cas, ça nécessitera d'autres colloques que notre cher Zakaria Rebei peut nous organiser par la suite. Tout ce que vous avez dit a éveillé en moi plusieurs questions. D'abord, comment le DRH peut accompagner cette digitalisation, mais en ayant toujours dans la ligne de mire
les besoins de toute l'organisation. Parce que dans l'organisation, les grandes structures, il n'y a pas que les jeunes, il n'y a pas que les jeunes qui sont dans le digital, mais on a plusieurs générations avec des besoins différents. Et ça, c'est pour moi primordial. Et on a besoin de tout le monde. Parce que même les gens qui ne sont pas dans le digital, des salariés, les collaborateurs, ben, ceux-là, on en a besoin aussi peut-être pour faire face à des clients qui aujourd'hui ne seront pas encore prêts pour accompagner tous les services digitaux. Et le Maroc, même si le taux de pénétration du mobile a atteint des proportions importantes, mais en même temps, il y a encore besoin de ce contact humain. Et donc, on a besoin de gens qui ne sont pas uniquement dans le digital. Deuxième point, et quelques personnes aussi, quelques intervenants l'ont touché, très important, c'est comment maintenir l'équilibre entre le digital, mais en même temps le contact humain. On en a besoin. Et je pense que Atmani l'a cité, même en lançant toutes les campagnes de transformation digitale, nous avons besoin de créer au sein de l'entreprise des événements, des opportunités d'engagement pour maintenir l'impact sur les collaborateurs. Troisième point, et c'est pas nouveau, l'importance des soft skills, de la communication. Je pense que c'est très très important. Nous connaissons tous l'enjeu de la communication, ne serait-ce que dans l'interprétation des emails, la manière avec laquelle on travaille. Qu'en serait-il demain avec tout l'enjeu de la digitalisation? Comment accompagner les collaborateurs pour aller au-delà du digital, de la communication digitale? Et dernier point, Monsieur Ziad, je pense, l'a touché quand il a parlé d'impact, surtout partie négative. Je pense que avec les transformations digitales, nous aurons beaucoup d'enjeux de performance parce qu'on demandera plus aux collaborateurs. Et à ce moment-là, quel dosage aussi entre la performance, entre les difficultés de burn-out. Merci. Merci. Ça te fait tes 4 questions. Hein. Je te propose de les prendre toutes les questions oui, pour laisser à nos amis. Voilà, nous avons déjà 4 questions qui ont été posées. Je crois que quelqu'un souhaitait, Madame. Très intéressant. Madame Makhloufi. Les femmes ont la pêche aujourd'hui, c'est Mohamed. Les hommes aussi. Les hommes dorment. Bonsoir tout le monde. Merci pour les différentes interventions. Moi, c'est une question très brève. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déshumaniser la fonction? On est dans les ressources humaines. Bien. Merci. 5e, dernière question. Y a-t-il? Voilà. Sinon, il se tait à jamais. Les hommes, allez les hommes. Je veux un homme, moi. Allez. Je veux un moustachu ou un barbu qui pose la question. La digitalisation les concerne. Ça, c'est très dangereux ce que tu viens de dire, Romain. Tu veux un homme? Avant le dîner de gala, c'est un peu risqué. Bien, on y va pour les 5 questions. Super. Bien. Allez-y. Alors, puisque les hommes ne veulent pas poser la question, j'en pose une. Je me permets. J'ai vu le docteur Alexandre Laurent, très célèbre, docteur d'abord et digitalien par magie, qui a dit que dans quelques années, la DSI et la DRH doivent fusionner. Tout simplement. C'est ma question. La DRH et la DSI devront fusionner. Le fameux Laurent Alexandre, qui doit fusionner. Et que c'est un non-sens que ces deux fonctions, à l'heure de la digitalisation, se soient séparées. Alors, je vous laisse répondre. Omar, Laurent Alexandre est un grand docteur très respectable. Il fait des interventions sur YouTube extraordinaires. La mort de la mort, par exemple. Hein, on a beaucoup de respect pour lui. Hein, mais l'entreprise, c'est pas un corps humain. L'entreprise, c'est des flux. L'entreprise, ce n'est pas des organes où il y a le foie, le cœur, etc. Ça, c'est. Hein. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que Laurent Alexandre m'aide à digitaliser les valeurs au niveau de l'entreprise. Et vous, tous, vous avez travaillé sur les valeurs. Moi, j'aimerais bien que Laurent Alexandre, en fusionnant la DSI et la direction de ressources humaines, m'aide effectivement à digitaliser les négociations sociales et les relations avec les syndicats. La vision. Moi, j'aimerais bien que le docteur Laurent Alexandre m'aide effectivement à digitaliser le bien-être, à digitaliser la vision. Non, le périmètre de la DRH, il est énorme, il évolue et il change en permanence. Alors, qu'est-ce qu'on a vu récemment? Voilà. Donc, un collaborateur, aujourd'hui, avec un dispositif totalement digitalisé que nous sommes en train de mettre en place
chez un groupe, pour ne pas le nommer, c'est l'OCP. Le collaborateur en question peut, à travers son portail, avoir accès à tout moment sur le taux de réalisation de ses objectifs. Et il va voir qu'il est à moins 20% au niveau de tel objectif parce qu'il a un déficit dans une compétence donnée. Et il va tout de suite rentrer dans cette compétence et il va se rendre compte que ce qui est exigé dans cette compétence, c'est le niveau 5, alors que lui, il est au niveau 3 et qu'il lui manque 2 points. Pour les 2 points, tout de suite, le collaborateur en question va être connecté avec un site mondial d'e-learning qui va lui proposer des formations adaptées, lui permettant de suivre cette formation, de suivre des tests et des examens. Et on lui dit que dans 2 mois, si vous suivez tel volet, et vous allez passer du niveau 3 au niveau 5. Alors, que doit faire la DRH? La DRH, comme l'a dit Madame la directrice des ressources humaines de Vivou, le champ est encore important. Très bien, c'est Hamid. Je suis désolé, il faut vraiment que je cours. Merci. Il y a Jamal, Antoine, après je crois qu'il y a... Enfin, nos amis, vous allez... Ouais. On va dans le désordre. Jamal a demandé la parole et Antoine, et après... Non, moi je voulais juste en fait dire que j'étais d'accord avec vous tout à fait. Je pense que l'enjeu, c'est comment faire cohabiter cette nouvelle génération avec les anciens. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'il y a la formation. Formation, c'est important. Et vous avez parlé de quelque chose aussi important, c'était les emails par rapport au contact humain. Je pense qu'au niveau des emails, il faut des procédures. Les gens maintenant ont tendance à vous envoyer le bébé, le morceau, juste en vous mettant en copie, etc. Et donc là, il y a tout des process maintenant qu'il faut mettre en place pour vraiment réglementer les emails. Je pense que c'est important. Mais vous avez tout à fait raison. Parfait. Si Jamal. Moi, je voudrais juste répondre à la question de Madame sur la déshumanisation, je crois, de la relation. C'est une très bonne question. Et préalablement, dire aussi que je pense qu'on peut rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire avec le digital. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est un océan. Donc, le sujet, c'est pas d'être technique ici. Madame, vous avez raison de poser la question. Mais la réponse est la suivante. Le digital, entre guillemets, c'est celui qui va vous permettre d'avoir plus d'humanisme au sein de l'entreprise parce qu'il va reléguer toutes les tâches, entre guillemets, qui ne sont pas tout à fait à création de valeur pour créer une véritable conversation permanente avec les collaborateurs. Aujourd'hui, le vrai sujet, il est là. Le management ou le management intermédiaire ne fait pas son boulot. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si demain, tous ces éléments-là sont complètement dans un flux relativement dynamique et positif, vous verrez que l'humanité au sein de l'organisation va se développer, va créer davantage de valeur. Parce que de quoi se plaignent aujourd'hui les collaborateurs? C'est l'absence de sens. L'absence de sens. Pourquoi ils sont de moins en moins engagés? Parce qu'ils ne croient plus ni aux leaders au plus haut, ni à leur propre leader. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ils partent pour un oui, pour un non. Particulièrement sur les GY ou les GZ aujourd'hui, qui n'ont plus de problématique de mobilité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, soit on croit en quelqu'un et on le suit, soit on n'y croit plus. Et pour y croire, il faut que je puisse converser avec lui régulièrement, qu'il s'intéresse à moi et qu'il me connaisse davantage. Donc au contraire, cette révolution numérique, encore une fois, elle n'est pas technologique, elle est révolution culturelle pour faire de l'organisation, dans une approche complètement holistique, une vraie vision et un vrai espace de communication qui va non seulement de l'aménagement, bien sûr, des bureaux, mais au-delà de ça, de mettre l'intelligence collective au cœur de l'entreprise qui fait que demain, on innove mieux, plus vite. Et justement, ce que disait Zouanel ce matin, le fait d'avoir des projets d'émission, les gens sont toujours dedans. Donc encore une fois, si vous partez de cette pièce avec l'idée que la révolution numérique est d'abord une affaire technologique, alors on n'aura pas réussi notre coup. Merci si Jamal de nous rassurer que l'algorithme ne remplacera pas les neurones. Antoine. Oui, non, mais très rapidement, je vais revenir sur ce que vous avez dit. Je partage complètement. On a trop souvent tendance à dire que les projets de transformation digitale, c'est un projet pour les jeunes, pour les générations X, Y et Z. C'est pas vrai, c'est pas suffisant. Et aujourd'hui, quand on parle justement de la manière, c'est ce que vous avez dit, de relier les générations, c'est pas non plus un sujet de formation. C'est un sujet de mentoring. C'est un sujet de mentoring. Et pour nous, les projets qu'on a vus être des projets réussis,
C'était des projets où il y avait un espèce de double lien de mentoring. Un mentoring des plus expérimentés sur des compétences techniques, et puis un mentoring des plus jeunes sur les nouveaux usages, sur les comportements et sur le digital. Mais tout ça sur des cas concrets et des usages extrêmement opérationnels au quotidien. Et là, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors on peut appeler ça réseaux sociaux, on peut mettre énormément de choses derrière. La chose qui est importante, c'est justement de fédérer toute cette logique-là, mais encore une fois dans les deux sens. Pas seulement faire un projet pour les jeunes. Merci Antoine. Ici Hicham. Et puis après, Zaïd pour répondre à des questions. Moi, je continuerai un peu sur ce que j'ai dit sur l'expérience qu'on vit chez Microsoft. Et en fait, comment on a adressé ce changement culturel très fort qu'on a vécu avec le changement du président, c'est et l'alignement des objectifs. On a une mission qui est claire, on a la vision qui s'ensuit, et comment la DRH a travaillé pour aligner les objectifs de tout un chacun. Comme ça, tout le monde se retrouve sur le même train, on trace, et lorsqu'on travaille, on travaille en intelligence parce qu'en réalité, nos objectifs sont liés. Et ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure sur ces aspects en fait d'alignement. Par rapport aux histoires multigénérationnelles, comment on adresse ça? Parce qu'on a bien évidemment des jeunes qui atterrissent, on en a de moins jeunes qui sont là. C'est principalement à travers la formation. Et là, on a un modèle qui est très simple. C'est comme on a des objectifs à réaliser, de vente, etc., on a un objectif de formation à faire. Et ça, c'est le rôle de la DRH, de définir ce gap entre les besoins attendus, etc. Et qu'on est même dans un monde de push, où un monde on challenge tout un chacun pour faire son quota de formation. Je m'approche pour montrer que j'ai de l'autorité. Voilà. Et qui est pris en charge dans sa notation finale, etc. Merci, Hicham. On me regarde toute la première rangée me regarde d'un regard oblique. Dernière réponse à la dernière question, je suis désolé. Désolé, Slouatmani, désolé les amis. Non, vraiment. Hamid, bon, rapidement, peut-être, je reviens sur le sujet pour dire que le projet de transformation, ça reste un projet en fait humain. Avant tout, humain avant même les outils. Donc, ce projet de transformation, ça revient à transformer l'entreprise par, bien évidemment, la culture, 2, les métiers, l'évolution du métier. Et c'est là, en fait, pour répondre à votre question, en fait, fusionner DSI et DRH, la réponse est non. En fait, c'est le rôle du RH d'accompagner tous les métiers, en fait. Donc, à bas l'impérialisme de la DSI, elle n'a bien qu'à se tenir. Même si aujourd'hui, en fait, le sujet de digitalisation, elle est porté plus par la DSI, par le département marketing que le DRH, mais c'est là où la direction ressources humaines doit prendre, on va dire, sa responsabilité par rapport à la transformation. Très bien. On va rester sur beau mot de transformation. Merci Lalla Siloa, merci Si Hamid, Si Hicham, Si Zaïd, Si Jamal et Si Antoine. Merci beaucoup.